Alors maintenant, on arrive enfin aux différentes mailles cubiques qu'on va voir. Donc les cristaux les plus simples peuvent être décrits par une maille cubique, hein, un cube. Alors on a différents chiffres qui vont caractériser cette maille. Alors dans un cube, il n'y en a pas beaucoup, ça va être juste le côté. Donc la mesure du côté, sachant que longueur, largeur, hauteur, c'est la même dimension. Donc la longueur de l'arête, la longueur du côté, on va l'appeler A. Ça, c'est toujours cette lettre qu'on prend. Et elle va s'appeler le paramètre de la maille. Donc dans le cas d'une maille cubique, il n'y a qu'un seul paramètre, c'est A, et c'est valable pour la longueur, la largeur, la hauteur. Donc il y a trois mailles cubiques qui existent. La maille cubique simple, donc avec les atomes, vous voyez, au sommet du cube. La maille cubique centrée, donc les atomes au sommet du cube plus un au centre, et la maille cubique face centrée, avec les atomes au sommet du cube et au centre des faces. Par contre, celui-là, il n'y a pas d'atome au centre du cube. Donc au programme, vous en avez deux. Il y a la maille cubique simple et la maille cubique à face centrée. Ça veut dire que la maille cubique centrée, elle n'est pas au programme. Voilà, on étudiera la première et la troisième. Alors, on va avoir besoin de tracer ces mailles et de dessiner les atomes dessus. Ça veut dire qu'il faut absolument savoir tracer un cube de manière parfaite. Alors, on le dessine toujours en perspective cavalière. Donc, petit rappel sur la perspective cavalière que vous voyez ici. Donc, on trace en trait plein les arêtes que l'on voit et on trace les arêtes non visibles, donc qui sont derrière le cube, en pointillés. Alors, petite fiche méthode pour tracer un cube en perspective cavalière et réussir à tous les coups pour ceux qui ont des problèmes avec ce genre de choses. Donc, chacun a sa méthode. Si vous en avez une qui fonctionne, gardez-la. Mais si vous avez des difficultés, alors la première étape, c'est que je trace un carré. La deuxième étape, je trace un deuxième carré identique, ça veut dire même arête, même longueur de côté, et je le dessine derrière. Donc je le décale un petit peu en longueur et en largeur. Alors attention, on a deux arêtes que l'on doit tracer en pointillés, qui seront derrière en fait. Elles sont cachées par le premier carré. Donc dès qu'elles vont croiser un côté, il faut la dessiner en pointillé. Donc les côtés qui croisent le premier carré sont tracés en pointillés. Et ensuite, la dernière étape, c'est qu'on va tracer les arêtes qui sont en diagonale. Donc on va relier les sommets des deux carrés, deux par deux. Alors le coin du deuxième carré en pointillé est relié au premier par un trait en pointillé également. Donc on va faire tout simplement un clac, clac, clac et celui-là en pointillé. Et vous avez un cube tracé en perspective cavalière de manière parfaite à tous les coups. Alors, le premier réseau que l'on va étudier, c'est le réseau cubique simple. Alors, exemple de métal ou de composé chimique qui cristallise sous la forme d'un réseau cubique simple, c'est le polonium. Donc, il est le seul métal qui cristallise d'ailleurs dans un réseau appelé réseau cubique simple. Alors, pour la petite histoire, hein, c'est le premier élément découvert par Pierre et Marie Curie en juillet 1898 au cours de leurs recherches sur la radioactivité et on l'a appelé polonium en hommage aux origines polonaises de Marie Curie qui était née en réalité Maria Sklodowska, si je ne me trompe pas. Donc là, pour décrire ce réseau cubique simple, donc on a deux dessins possibles, hein, mais nous on fera le deuxième. On a le modèle compact, où on voit que les atomes en fait sont empilés directement l'un sur l'autre. Donc on n'a pas d'atome qui va venir s'intercaler dans le petit creux là entre les différents atomes. C'est pas très stable, c'est pour ça qu'il y a très peu d'éléments chimiques qui cristallisent sous cette forme-là. Donc ils sont vraiment empilés les uns sur les autres. Alors comme on ne voit pas très bien là certaines mesures qu'on peut faire, on va dessiner les atomes de manière plus petite.
avec ce dessin-là, où on dessine un cube en perspective cavalière et on voit que les atomes sont situés au sommet du cube. Donc il n'y a aucun atome au centre, il n'y a aucun atome sur les côtés, sur les faces, sur les arêtes, rien du tout. Ça n'est que au sommet. Donc vous voyez l'arête qui est notée A, qui est le paramètre de maille. Alors en réalité, il faut bien avoir conscience que ces atomes se touchent. Celui-là touche celui-là. Sauf que si on les fait se toucher, on n'y voit plus rien. Donc on les dessine juste par des gros points pour y voir un peu plus clair à l'intérieur de la maille, mais attention, ils ne se touchent. En réalité, ils se touchent. Donc, pour décrire ce réseau cubique simple, la maille est un cube de paramètres de maille, ça veut dire de côté, noté A. Et où se trouvent les atomes? Donc, les atomes se trouvent au sommet du cube. Donc, si on vous demande de décrire le réseau cubique simple, ce sont ces deux informations qu'il faut donner. Maille cubique, atome au sommet du cube. Alors maintenant, le nombre d'atomes par maille. Donc on a chacun des atomes qui sont placés au sommet de la maille cubique. Donc chacun des atomes est au sommet de la maille cubique et on a un empilement de cubes. Donc vous voyez le petit dessin en dessous. Si on considère l'atome qui est au centre là vraiment de cet empilement, cet atome au sommet, il est commun à 8 mailles. Donc on en a une ici, une ici, une ici, une ici, on en a 4 en dessous et on en a 4 au-dessus. Et ce qui est valable pour cet atome central est valable pour tous les autres atomes. Donc cet atome est commun à 8 mailles. Donc comme on a vu tout à l'heure, il va compter pour 1/8. Donc chacun des atomes est commun à 8 autres mailles, il compte donc pour 1/8. Alors comme il y a 8 sommets, on a 8 atomes comptant chacun pour 1/8. Donc si je compte le nombre d'atomes à l'intérieur d'un cube, vous avez 8 atomes, 8 sommets, donc 8 atomes qui comptent chacun pour 1/8. Donc on va faire le nombre d'atomes par maille grand N qui est égal à 8 sommets, 8 atomes comptant chacun pour 1/8. Donc en réalité, dans cette maille cubique, on a un atome par maille. Un seul atome qui est divisé en tranches de 1/8 mis sur chaque côté. Alors, si la question du nombre d'atomes par maille est posée, il faut justifier la réponse comme ci-dessus. Ça veut dire qu'il ne faut pas mettre juste il y a un atome par maille. Vous devez mettre impérativement ce calcul. C'est obligatoire, sinon il n'y a pas les points. Donc grand N égale 8 fois 1/8. Et il faut dire il y a 8 atomes comptant chacun pour 1/8. Ça, c'est le minimum qu'il faut mettre dans la copie pour justifier la réponse. Alors maintenant, le lien, la relation qu'il va y avoir entre le rayon de l'atome et le paramètre de maille. Alors dans le cas du réseau cubique simple, c'est assez simple, hein, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Donc les cristaux sont réalisés par empilement d'atomes, modélisés par des sphères supposées indéformables, donc elles ne vont pas rentrer l'une dans l'autre, hein. Donc certains atomes doivent se toucher et d'autres non. Donc on a vu qu'on a les atomes qui sont le long d'une arête qui vont se toucher. Donc lorsqu'ils se touchent, on dit qu'ils sont tangents entre eux. Donc ce qui est le cas pour tous les atomes qui sont, on va dire, sur une arête. Là, ils vont se toucher. À ces endroits-là, ils se touchent. Par contre, celui-là ne touche pas celui-là. On voit bien qu'il y a de l'espace vide entre les deux. Donc dans le réseau cubique simple, les atomes sont tangents selon l'arête du cube. Donc tous les atomes qui sont le long d'une arête vont se toucher. Alors si on appelle R le rayon d'un atome et A le côté du cube, on voit très facilement qu'on a la relation A égale 2 fois R. On a la flèche rouge A qui est égale à R plus R, c'est-à-dire 2 fois R. Donc là, c'est assez simple. Alors maintenant, la notion de compacité.
Donc on a vu la définition, la compacité de la structure correspond au volume occupé, réellement occupé par les atomes par rapport au volume de la maille. Donc la compacité, c'est le volume occupé par les atomes sur le volume de la maille. Alors on va prendre chacun des volumes séparément pour trouver la formule. Donc la maille, c'est un cube de côté A. Donc rappelez-vous vos lointains souvenirs, le volume d'un cube, c'est côté fois côté fois côté. Alors le côté, nous, on l'appelle A, donc le volume, ça va être A fois A fois A, c'est-à-dire A cube. C'est pour ça que c'est des cubes. Alors maintenant, le volume occupé par les atomes. Les atomes sont des sphères indéformables. Il n'y a qu'un seul atome dans la maille du réseau cubique simple. Donc on n'a qu'un seul atome, même s'il est divisé en 8 tranches, hein, mais si on colle toutes les tranches, on trouve un atome. Donc le volume occupé par cet unique atome, c'est le volume d'une sphère, et ça va valoir 4 tiers fois pi fois le rayon au cube. Donc la compacité, je mets le volume de l'atome divisé par le volume de la maille, ça va me donner 4 tiers fois pi fois r cube divisé par a cube. Alors comme tout à l'heure, j'aime pas quand il y a des fractions empilées les unes sur les autres, le tiers, on va le mettre en dessous. Donc au numérateur, il nous reste 4 fois pi fois r cube divisé par 3 fois a cube. Hein, le divisé par 3, on l'a collé en dessous. Alors, dans cette formule, le problème, c'est qu'on a R et on a A. Sauf qu'il y a une relation, une formule entre R et A. Et on a vu tout à l'heure qu'on avait A est égal à 2 fois R. Donc, on va remplacer le A par 2 fois R. Donc, ça va nous donner, c'est peut-être une grande formule, mais il faut la prendre étape par étape, hein, c'est pas très compliqué. Donc j'ai 4 fois pi fois r cube au numérateur, ça ne change pas. Et au dénominateur, j'ai 3 fois, alors au lieu de a cube, j'ai 2 fois r au cube. Alors on va le développer, c'est-à-dire qu'on va enlever les parenthèses. Alors il faut bien savoir que le cube s'applique pour tous les chiffres qui sont à l'intérieur. Donc on a le 2 au cube et on a un r au cube. Donc ça va nous donner 4 fois pi fois r cube divisé par 3 fois, alors 2 au cube, ça fait 2 fois 2 fois 2, donc fois 8, fois r cube. Donc jusque-là, j'ai juste remplacé a par 2 fois r et j'ai enlevé les parenthèses. Alors on voit qu'il y a des chiffres qui sont au-dessus et en dessous, au numérateur et au dénumérateur, donc on va pouvoir les barrer. Donc qu'est-ce qu'on a? On a 4 divisé par 3 fois 8, donc le 8 et le 4, on va aller entre les deux. Donc pour pouvoir le barrer proprement, je vais exprimer le 8 par tout simplement 4 fois 2. Comme ça, on voit que le 4 est au numérateur et au dénominateur. Donc là, qu'est-ce que je peux barrer? Je vais barrer le 4 et je vais barrer le r cube. Donc qu'est-ce qui me reste? Il me reste pi au-dessus, et au numérateur et au dénominateur, il me reste 3 fois 2, c'est-à-dire 6. Donc la compacité, finalement, je n'ai plus que pi divisé par 6. Et si on fait ce calcul sur la calculatrice, on va trouver environ 0,52 comme compacité. Ça veut dire 52%. Donc C égale pi sur 6, environ 0,52, c'est-à-dire 52%. Donc on voit qu'on n'a que 52% du volume qui est réellement occupé par les atomes, le reste c'est du vide. Donc on est un peu plus que l'expérience qu'on avait faite précédemment, mais c'est pas beaucoup plus non plus. Alors sur le côté, hein, vous avez deux petites notions mathématiques qui vont nous servir, j'en ai pas parlé pour l'instant dans la suite. Donc on a, quand on a deux fractions l'une sur l'autre, hein, le b ici va passer au dénominateur, donc ça va faire a divisé par b fois c. Et quand je développe ici le 2 fois r au cube, en réalité, hein, ça fait 2 fois r fois 2 fois r fois 2 fois r. Donc les deux, j'en ai 2 fois 2 fois 2. Et les r, j'ai r fois r fois r. Donc 2 fois 2 fois 2, ça fait 8 fois r cube.
Alors maintenant, la masse volumique. Donc, pour chaque cristal, hein, on a nombre d'atomes par maille, relation entre R et A, la compacité, la masse volumique. Hein, on a à chaque fois ces quatre points-là à voir et sur lesquels vous pouvez avoir des questions. Donc on va faire un exemple de calcul sur le polonium, le seul qui existe. Donc on me donne la masse d'un atome de polonium qui est 3,49 fois 10 puissance moins 25 kg. On me donne son rayon, 1,68 fois 10 puissance moins 18 mètres. Et la question, c'est calculer la masse volumique du polonium. Donc ça, sans calculatrice, c'est pas la peine d'y penser, hein. Donc il faut absolument avoir sa calculatrice. Alors essayez, n'hésitez pas à essayer de le faire et en mettant en pause et puis vérifiez votre réponse, hein. Alors je reprends la définition de la masse volumique. La masse volumique se calcule par ρ égale m divisé par v. M, c'est la masse d'un atome fois le nombre d'atomes dans la maille. Et V, c'est le volume de la maille. Alors ici, la masse d'un atome fois le nombre d'atomes, j'ai qu'un seul atome. Donc, je n'aurai que la masse d'un atome. Donc, ρ égale la masse d'un atome qu'on a noté M divisé par le volume de la maille. Alors, le volume de la maille, c'est A cube. M divisé par A cube. C'est un cube de côté A, d'arête A, donc volume égal à A cube. Sauf que, attention, on me donne R, le rayon. On ne me donne pas A. Mais vous savez, on a montré que A était égal à 2 fois R. Donc j'ai M divisé par 2 fois R au cube. Bon, et à partir de là, vous avez M, vous avez R. Il n'y a plus qu'à remplacer les lettres par les valeurs dans le calcul. Donc il faut d'abord poser le calcul. Ensuite, on fait ce calcul sur la calculatrice. Donc M, c'est 3,49 fois 10 puissance moins 25, divisé par 2 fois R qui est égal à 1,68 fois 10 puissance moins 10. Et attention, attention sur la calculatrice, on met des parenthèses. Et tout ça est puissance 3. Donc dans la moitié des cas, vous allez oublier la puissance 3. Et vous n'obtiendrez pas la bonne valeur. Donc quand on fait ce calcul, on trouve 9,20 fois 10 puissance 3. C'est-à-dire 9200 à peu près kg par mètre cube. Alors maintenant, le deuxième réseau que nous allons voir, le deuxième et dernier, c'est le réseau qu'on appelle cubique à face centrée. Alors en abrégé, ça fait cubique à face centrée, donc CFC. Alors on a là beaucoup de métaux qui vont cristalliser sous cette forme-là, donc l'exemple, l'or, le cuivre, le fer à certaines températures, vont cristalliser dans un réseau appelé cubique face centrée. Alors l'or jaune, le cuivre est le seul métal naturellement coloré en rouge. Alors maintenant, même principe, même chose, on va, pour décrire le réseau cubique à face centrée, la maille c'est un cube et les atomes se trouvent, alors cette fois au sommet du cube et au centre des faces. Donc vous avez le modèle compact où là, cette fois, attention, les atomes qui sont sur une arête ne peuvent plus se toucher, puisqu'on a l'atome central, ici, au centre d'une face, qui gêne un petit peu. Donc les atomes qui vont être tangents sont ceux qui sont sur une diagonale d'une face. Ceux-là vont se toucher, les autres ne se touchent pas. Sur une arête, ils ne se touchent pas. Donc dans le modèle compact, ça fait beaucoup de monde. On ne voit pas forcément grand-chose, donc on représente ça sous la forme de la perspective cavalière. Donc on dessine les atomes au sommet du cube, comme d'habitude, et au centre des faces. Alors là, vous avez un autre dessin ici, où on voit les diagonales qui se croisent. Donc au sommet, au centre de la face, il faut bien faire au centre, donc là où les diagonales se croisent. Donc, pour décrire ce réseau, la maille est un cube de paramètres de maille noté A, donc ça c'est exactement pareil que tout à l'heure, et les atomes se trouvent au sommet du cube et au centre des faces. Ça c'est le changement par rapport à tout à l'heure. Alors, le nombre d'atomes par maille. Donc là, on a
deux cas. On a les atomes qui sont situés au sommet de la maille cubique. Ça ne change pas. Tous les atomes qui sont au sommet sont communs à 8 autres mailles. Donc, ils comptent pour 1/8. Donc, la justification qu'il faut absolument dire, c'est il y a 8 sommets, donc 8 atomes comptant chacun pour 1/8. Donc ça, c'est le cas de ceux, comme tout à l'heure, qui sont au sommet. Donc, ils sont communs à 8 mailles, donc ils comptent pour 1/8. Mais maintenant, on a aussi les atomes qui sont au centre des faces. Donc là, vous voyez, il y en a un ici, par exemple. Et on a vu tout à l'heure, sur l'exemple qui est là, ils ne sont communs qu'à 2 cubes, 2 mailles. Il y a le cube qui est ici, il y a le cube qui serait devant. Donc, on va avoir les atomes qui sont au centre des faces, qui sont communs à 2 autres mailles. Donc, ils comptent chacun pour 1/2. Par contre, combien on a de faces? On l'a vu tout à l'heure, il y a 6 faces. Donc, il y a 6 atomes qui comptent pour 1/2. Donc, si je fais le total, dans le réseau cubique face centrée, le nombre d'atomes par maille va valoir, donc je vais avoir 8 atomes fois 1/8 plus 6 atomes fois 1/2. Donc, si on fait ce calcul, 8 fois 1/8, ça fait 1, plus 3 fois 1/2, ça fait 6 divisé par 2, ça fait 3. Donc 1 plus 3, ça fait 4 atomes par maille cette fois. Donc au niveau de la justification, attention, vous devez impérativement donner ce calcul et justifier en disant qu'on a 8 atomes au sommet comptant pour 1/8 et 6 atomes au centre des faces comptant pour 1/2. Ça, vous devez le dire. Alors maintenant, la relation entre le rayon de l'atome et le paramètre de maille. Alors attention, dans le réseau cubique à face centrée, les atomes ne se touchent pas selon l'arête du cube comme tout à l'heure. Cette fois, ils sont tangents sur la diagonale de la face du cube. Comme vous voyez devant, les atomes, là, l'atome qui est au centre de la face va toucher un atome, va toucher 4 atomes, les 4 atomes qui sont au sommet du cube. Donc on a la diagonale qu'on va noter provisoirement petit d. Et sur la diagonale notée D de la face, on a un atome au centre de la face qui est tangent avec 2 autres atomes de part et d'autre. Bon, évidemment, il y a les 2 autres aussi, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la relation entre tout ça. Donc, on va avoir petit d est égal à 4 fois R. Si vous regardez bien, là, je suis là. Donc, on a petit d qui est égal à, il y a un rayon, plus un atome entier, donc 2 rayons, et un 4e rayon. Donc R plus R plus R plus R, ça fait 4 fois R. Alors, sauf que moi, je veux la relation entre R et A, c'est-à-dire le côté. Et pour ça, on va utiliser le théorème de Pythagore qui, vous voyez, pour une fois, va servir à quelque chose. Donc, dans le théorème de Pythagore, je vais avoir un triangle rectangle, là, qui est représenté avec les deux côtés adjacents qui ont pour côté, comme dimension A, donc A carré plus A carré qui va être égal à D au carré. Alors moi, ce qui m'intéresse, ça va être la relation entre A et R. Donc on va en déduire A carré plus A carré, c'est égal à 2 fois A carré, qui est égal à D carré. Alors moi, j'ai D, donc je vais mettre une racine carrée des deux côtés. Donc la racine de ça qui va être égale à la racine carrée de ça. Donc D, la racine de D au carré, c'est égal à D. Donc je vais avoir D qui est égal à racine de ce qui est au-dessus, donc 2 fois A carré. Alors la racine carrée, je la coupe parce que je peux le faire, c'est une multiplication. Donc c'est égal à la racine de 2 fois la racine de A au carré.
Alors, la racine de a au carré, c'est égal à a. Donc, la racine et le carré vont s'annuler. Donc, j'ai le lien qui est que d est égal à racine de 2 fois a. Donc, j'ai deux choses. D égale a fois 4 fois r et d égale racine de 2 fois a. Donc, j'ai ces deux relations. D égale 4 fois r et d égale racine de 2 fois a. Donc, d égale d forcément. Donc, je vais en déduire que 4 fois r est égal à racine de 2 fois a. Et j'ai enfin une relation entre a et r. Alors, on a un 4 et un racine de 2 entre les deux. Donc, moi, je veux a tout seul. Ça veut dire que je vais devoir faire passer la racine de 2 de l'autre côté. Je vais devoir la supprimer. Sauf qu'on va simplifier ce 4 sur racine de 2. Alors, vous allez voir comment. Donc, je vais utiliser une petite astuce pour éviter de faire des calculs trop compliqués. J'ai 4 qui est ici, qui est égal à 2 fois 2. Ça, tout le monde le sait. Et j'ai un 2 qui va être égal à racine de 2 fois racine de 2. Parce que racine de 2 fois racine de 2, c'est racine de 2 au carré, et donc c'est égal à 2. Donc on va remplacer le 4 au-dessus dans l'expression précédente. Donc c'est égal à 2 fois racine de 2 fois racine de 2 fois r, qui est égal à racine de 2 fois a. Et donc là, j'ai des racines de 2 qui s'annulent de chaque côté. Voilà, et donc mon a est enfin tout seul, et a est égal à 2 fois racine de 2 fois r. C'est un petit peu plus compliqué que tout à l'heure, quand les atomes se touchaient suivant une arête du cube. Quand ça se touche en diagonale, eh ben, on a forcément des racines de 2 qui interviennent. Donc ça, il faut savoir le redémontrer. Donc, avec la petite astuce ou sans la petite astuce, comme vous voulez. Mais, ou alors, il faut au moins l'apprendre par cœur, le lien entre A et R dans un réseau cubique à face centrée. C'est presque le plus difficile. Après, le reste, c'est exactement pareil que tout à l'heure, ça ne va pas changer grand-chose. Alors maintenant, la compacité. Donc elle se calcule toujours par la formule C égale volume occupé par les atomes divisé par volume de la maille. Alors la maille est encore un cube, de côté A, donc on a toujours que le volume de la maille qui est égal à A cube. Alors par contre, par rapport à tout à l'heure, on avait un seul atome par maille. Maintenant, on en a 4. Donc le volume des atomes dans la maille va être égal à 4 fois le volume d'un atome. Donc les atomes sont des sphères, donc le volume des atomes, avec un S maintenant, est égal à 4 fois 4 tiers fois pi fois r cube. Alors je reprends ma formule de compacité. Au numérateur, je mets le volume des atomes et au dénominateur, le volume de la maille. Donc on va se retrouver avec C égale 4 fois 4 tiers fois pi fois r cube divisé par a cube. Alors le diviser par 3, j'aime pas les fractions de fractions, donc on va le coller au dénominateur. Donc au numérateur, il nous reste 4 fois 4 fois pi fois r cube, et au dénominateur, j'ai le divisé par 3 qui est passé en dessous, donc divisé par 3 fois a cube. Alors là, vous avez r et vous avez a. Il y a une formule entre les deux. Donc on va remplacer a par 2 fois racine de 2 fois r, comme on a vu tout à l'heure. Donc je reprends ma formule, je remplace. J'ai C égale 4 fois 4 fois pi fois r cube, ça ne change pas, divisé par 3 fois, alors cette fois le a je l'ai remplacé par 2 fois racine de 2 fois r, attention entre parenthèses, au cube. Alors ensuite, on va développer l'expression qui est entre parenthèses dans le cube. Donc tout ce qui est à l'intérieur va être multiplié, enfin pas multiplié par 3, mais va apparaître 3 fois. Donc ça va me faire une grande fraction, mais il suffit de prendre les choses les unes après les autres pour rien oublier. Donc au numérateur, ça ne change rien, j'ai toujours 4 fois 4 fois pi fois r cube. Au dénominateur, on a toujours le 3. Et ce qui est à l'intérieur de la parenthèse, je le répète 3 fois. Donc le premier 2
c'est 2 fois 2 fois 2. Le racine de 2, ça va être racine de 2 fois racine de 2 fois racine de 2. Et le R, ça va être R fois R, c'est-à-dire, pour aller un peu plus vite, R cube. Et une fois que j'ai tout développé, je vais pouvoir barrer. Donc là, il y a beaucoup plus de choses qui vont se barrer. Donc déjà, j'ai un premier 4, 4 et 2 fois 2 en dessous. 2 fois 2, 4, donc j'en barre 2 d'un coup ici. Ensuite, j'ai encore un 4, il me faut un 2 fois 2, sauf que j'ai 2 fois racine de 2 fois racine de 2. Hein, il ne faut pas oublier que racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. Donc là, j'ai 2 fois 2, ça fait 4. Donc 4, j'ai un 2 fois racine de 2 fois racine de 2 qui se simplifie. Et le dernier, c'est R cube en haut et en bas. Donc, qu'est-ce qui me reste? Au numérateur, il me reste pi, et au dénominateur, 3 et racine de 2. Donc 3 fois racine de 2. Donc la compacité, après simplification, elle vaut pi divisé par 3 fois racine de 2, ce qui fait 0,74. C'est égal à 74%. Donc il s'agit d'une structure plus compacte que celle précédente, et je dirais même que c'est la structure la plus compacte qui existe. On ne peut pas mieux ranger les atomes, entre guillemets, que ça, donc au maximum, on aura 74% du volume qui sera occupé. On ne pourra pas faire plus. Alors, on est enfin sur la dernière page, donc il nous reste la masse volumique à calculer, et puis un petit exercice d'application sur tout ce qu'on vient de voir. Donc la masse volumique, en fait, j'ai une petite expérience que je fais au bureau pour les élèves qui seront présents. On va calculer la masse volumique à notre échelle, donc à l'échelle macroscopique. On va aussi la calculer à l'échelle microscopique, donc à partir de la structure du cuivre et de la formule qu'on a vue précédemment. Et on va voir si on obtient bien la même chose, ce qu'on devrait avoir. Alors, pour connaître la masse volumique à notre échelle, c'est une expérience que vous avez peut-être fait en seconde. Donc, la masse volumique, il ne faut pas oublier que c'est la masse divisée par le volume. Donc, si je prends un solide en cuivre, ici, mon petit solide qui est là, pour connaître sa masse volumique, il faut que je connaisse sa masse, donc que je le pèse, et que je connaisse son volume. Alors, pour connaître sa masse, je le pèse et je vais trouver 223 grammes. Pour connaître son volume, alors on pourrait utiliser la formule mathématique, comme c'est un cylindre, c'est une forme simple, qui me permet de calculer le volume du cylindre en mesurant ses dimensions, mais il y a un moyen beaucoup plus rapide, avec beaucoup moins de calculs, qui consiste à utiliser une éprouvette remplie d'eau, comme tout à l'heure. Alors, je remplis mon éprouvette avec de l'eau. Alors, je mets 60 millilitres. J'ai choisi ça un peu arbitrairement, histoire d'avoir suffisamment d'eau pour que quand je plonge mon cylindre à l'intérieur, le niveau d'eau soit bien au-dessus. On aurait pu prendre 55 ou 65, peu importe. Ensuite, on va plonger le cylindre, alors doucement, dans l'éprouvette graduée, histoire de ne pas verser d'eau à côté. Et le niveau d'eau va monter. En fait, le niveau d'eau va monter exactement du volume correspondant à celui du cylindre. Donc, je plonge mon cylindre, mon solide dans l'eau, et je mesure le nouveau volume d'eau dans l'éprouvette graduée, et on va trouver 85 millilitres. Donc, on était à 60, on arrive à 85 millilitres. Donc, le volume du cylindre va être égal à la soustraction entre les deux volumes. Donc, le volume du solide, du cylindre, V solide est égal à 85 moins 60, c'est-à-dire 25 millilitres. Alors, maintenant que j'ai la masse, maintenant que j'ai le volume, il ne me reste plus qu'à calculer la masse volumique. Alors, attention, on va la calculer en kilogrammes par mètre cube. Ça veut dire qu'on a des conversions d'unités à faire. La masse, elle est de 223 grammes, on va la convertir en kilogrammes. Donc, si vous faites un petit tableau de conversion, vous trouvez que la masse petit m égale 223 grammes, ce qui fait 0,223 kg. Alors, pour le volume, on a des millilitres, on veut des mètres cubes. Alors déjà, il faut passer au système des mètres cubes. Donc, on a l'égalité, vous avez pu déjà voir, que 1 litre égale 1 décimètre cube.
Donc on va se retrouver avec une autre égalité qui est que 1 millilitre égale 1 centimètre cube. Donc le volume V, première chose, est égal à 25 millilitres, ce qui va faire 25 centimètres cubes. Alors ces centimètres cubes, je vais les convertir en mètres cubes. Donc pour ça, j'ai mon petit tableau de conversion que j'ai mis sur le côté. Alors attention, il y a 3 colonnes par unité, puisqu'on a centaines, dizaines d'unités. Hein. On est dans un volume, donc c'est au cube. Donc 25 cm3, ça se place comme ça, le 5 dans la colonne des unités. Je veux ce volume en mètres cubes, donc je vais mettre des zéros jusqu'aux unités des mètres cubes, et ma petite virgule ici, donc c'est égal à 0,00025 mètres cubes. Donc j'ai une masse en kilogrammes, un volume en mètres cubes. Là, on fait l'application de la masse volumique. Rho est égal à m divisé par v, donc la masse en kilogrammes, 0,223, divisé par le volume en mètres cubes, 0,000025. On fait ça sur la calculatrice et on va trouver 8920 kg par mètre cube. Kilogramme point mètre moins 3. Donc ça, ce sont des mesures que l'on peut faire à notre échelle. Alors maintenant, on va voir si à l'échelle microscopique, on a la même chose. Alors pour calculer la masse volumique à partir de la formule qui est en lien avec la masse d'un atome et le paramètre de maille ou le rayon. On nous donne dans la consigne la masse de l'atome de cuivre et on nous donne son rayon. Alors, la formule qui permet de calculer la masse volumique d'un atome à partir de la maille, c'est toujours la masse divisée par le volume, m sur v, sauf que la masse, c'est la masse d'un atome fois le nombre d'atomes dans la maille, divisé par le volume de la maille. Alors ici, on est sur un réseau cubique face centrée. Ça veut dire qu'on a vu tout à l'heure qu'il y a 4 atomes de cuivre dans la maille. Donc ρ va être égal à 4 fois m, c'est-à-dire 4 fois la masse d'un atome, divisé par le volume de la maille. Alors la maille, c'est un cube de côté A, donc son volume, c'est toujours A cube. Donc la masse volumique, c'est 4 fois m divisé par A cube. Alors dans la consigne, on me donne R, le rayon d'un atome. On ne me donne pas A, qui est le côté du cube de la maille cubique. Donc il faut avoir une formule avec R et non pas avec A. Alors on a vu précédemment qu'on a la relation A égale 2 fois racine de 2 fois R. Donc vous voyez, il faut absolument connaître cette relation ou savoir la redémontrer très rapidement à partir de la diagonale d'une face du cube et de la relation de Pythagore. Ça se redémontre assez rapidement. Donc je reprends mon expression de masse volumique et je remplace A par ce qu'on vient de noter. Donc ρ égale 4 fois m divisé par, entre parenthèses, 2 fois racine de 2 fois r au cube. Alors là, j'ai une expression avec m et avec r qu'on me donne dans la consigne. Donc je n'ai pas besoin de faire plus de développement. C'est pas la peine de retirer les parenthèses et de développer le cube. On va directement laisser la calculatrice faire le travail. Donc je remplace m et r par les grandeurs de la consigne. Donc est égal à 4 fois 1,05 fois 10 puissance moins 25, ça c'est la masse, divisé par, entre parenthèses, 2 fois racine de 2 fois 1,28 fois 10 puissance moins 10 au cube. Attention, donc quand vous calculez avec vos calculatrices, il faut impérativement mettre des parenthèses autour de toute cette expression-là et puissance 3. Alors, si vous ne vous êtes pas trompé dans votre calcul, vous devez trouver que ça fait 8851, arrondi à l'unité, kg par mètre cube. Alors, maintenant, on va comparer avec la valeur mesurée expérimentalement. Donc, on avait 8920 et là, j'ai 8851. Donc, c'est quand même très proche. On constate que les deux masses volumiques obtenues sont très proches. Ça veut dire qu'il est donc possible, bon, ça c'est la conclusion, il est donc possible de prévoir certaines propriétés macroscopiques, comme la masse volumique, à partir de la structure microscopique du cristal. Donc si je sais comment les atomes se rangent, et dans quel type de maille, je peux prévoir sa masse volumique. Et c'est ce qu'on retrouve en le mesurant à notre échelle.
Alors, un petit exercice avec le sel de cuisine, exemple ultra classique qu'on va retrouver dans beaucoup de sujets, donc le chlorure de sodium. Alors ça, vous n'êtes pas censé le savoir, c'est des choses qu'on vous dit. Il cristallise selon un réseau cubique à face centrée, comme le montre la figure ci-contre. Donc on voit qu'on a un cube avec des ions chlorure qui sont au sommet du cube et des ions sodium qui sont sur chaque arête. Donc ça fait beaucoup de monde, hein. Donc on a un réseau cubique à face centrée d'ions chlorure dans lequel on a des ions sodium qui viennent s'intercaler entre deux ions chlorure, hein. Si vous voyez, ici il y avait un petit peu d'espace libre, puisque les atomes qui sont sur une arête ne se touchent pas. Donc là ce sont des ions. Et comme il y avait un petit peu d'espace vide, et ben les ions sodium viennent s'intercaler. Ça tombe bien, ils ne sont pas très gros, donc il y a la place pour qu'ils passent. Alors, vous voyez les deux rayons qui sont donnés. Donc, première question, calculer la valeur de l'arête A du cube de la maille. Alors, l'arête A, on voit qu'elle est ici. On peut prendre cet exemple ici. Et d'après le schéma, qu'est-ce que j'ai? Enfin, je l'ai aussi ici. Je vois que j'ai cette arête A qui est égale à un rayon de chlorure plus un rayon de chlorure, donc deux rayons de chlorure, plus un diamètre de sodium, c'est-à-dire un rayon plus un rayon, donc deux rayons de sodium. Donc, d'après le schéma, il n'y a pas d'autre justification, ça se voit, hein, on ne va pas justifier autrement. A, ici, est égal à 2 fois le rayon d'un ion chlorure, plus 2 fois le rayon d'un ion sodium, puisqu'on a un diamètre, donc 2 rayons. Alors, on fait le calcul, on a les deux rayons, donc 2 fois 181, plus 2 fois 0,099, nm c'est nanomètre, ça nous donne 0,560 nanomètres. Donc on a A qui est égal à 0,560 nanomètres, hein, l'arête du cube. Alors ensuite on me demande de déterminer le nombre de chacune des entités présentes dans la maille. Ça veut dire qu'on va séparer en chlorure et sodium. Alors le chlorure, tout d'abord, on voit qu'on a un réseau cubique face centrée. Ça veut dire que j'ai un ion chlorure sur chaque sommet et j'ai un ion chlorure au sommet de chaque face. Donc c'est exactement le même calcul qu'on a déjà fait. Ça veut dire, pour les ions chlorure, c'est L-, je vais avoir 8 sommets, donc 8 fois 1/8, puisque chaque sommet, chaque atome, enfin chaque ion pardon, qui est au sommet est commun à 8 mailles, donc il ne compte que pour 1/8. Donc 8 fois 1/8, plus 6 faces, 6 ions chlorure sur chaque face qui sont communs à 2 mailles, donc 6 fois 1/2 au centre de chaque face, c'est égal à 4. Ça, on l'a déjà vu. Par contre, ce qui change, ce sont les ions sodium. Ça, on ne l'a pas déjà vu. Et on va regarder, on va compter. Donc, qu'est-ce qu'on a? J'ai un ion sodium au centre. Il ne faut pas l'oublier, celui-là. Donc, il est au centre. Je ne le vois pas hein, sur le deuxième schéma. Il est au centre, donc il compte pour 1. J'ai un ion sodium dans chaque cube. Et ensuite, j'ai un ion sodium sur chaque arête. Hein, quelles que soient les arêtes, on a un petit ion sodium qui vient se mettre dessus. Donc il faut compter le nombre d'arêtes. Donc j'ai 12 arêtes. Et on a vu tout à l'heure que une entité chimique qui était présente sur une arête était commune à 4 mailles. Donc elle ne compte que pour un quart. Donc si on fait le bilan, les ions sodium Na+, j'en ai un au centre, donc il compte pour 1, plus 12 arêtes, fois un quart, puisque elles sont communes à 4 mailles. Donc 12 fois un quart, ça fait 3. 3 plus 1 égale 4. Donc dans chaque maille, j'ai 4 ions chlorure et 4 ions sodium. Alors j'ai le même nombre, pourquoi? Parce que tout simplement j'ai la même charge, Cl- et Na+. Et chaque maille doit être neutre, donc je dois avoir absolument la même charge globale. Donc 4 Cl- plus 4 Na+, ça fait bien quelque chose de neutre. Alors, il nous reste à calculer la compacité de la maille. Donc, la compacité se calcule toujours par la relation
C égale volume occupé par les ions, cette fois, c'est plus par les atomes, divisé par le volume de la maille. Alors, ici, on a une maille dans laquelle on a montré qu'il y avait 4 ions sodium et 4 ions chlorure. Donc, il y a 4 ions sodium, alors j'ai oublié un petit et 4 ions chlorure, Cl-. Donc, le volume occupé par les ions, ça va être 4 fois le volume d'un ion sodium plus 4 fois le volume d'un ion chlorure. Donc C égale 4 fois VNA+, V c'est le volume, plus 4 fois VCl-, volume de Cl-, divisé par le volume de la maille, qui est un cube de côté A, donc A cube. Ça ne change pas. Alors l'expression va être un peu grande, puisqu'on va remplacer chaque volume de chaque ion par son expression mathématique. Les ions restent des sphères, donc on a le volume qui vaut 4/3 fois pi fois r cube. Donc il faut séparer le volume des ions sodium et le volume des ions chlorure, puisqu'ils n'ont pas le même rayon, donc ils n'ont pas le même volume. Donc on va obtenir la compacité qui vaut 4 fois 4/3 fois pi fois le rayon de Na+, au cube, plus 4 fois 4/3 fois pi fois le rayon d'un ion Cl- au cube, divisé par A cube. Alors, on pourrait s'arrêter là, parce qu'on a dans la consigne le rayon de Na+, le rayon de Cl-, et A, puisqu'on l'a calculé à la première question. Sauf qu'on va simplifier un petit peu le calcul qu'on va taper sur la calculatrice, qui est déjà bien costaud. Donc, on va factoriser par les deux morceaux qui sont en commun. Alors, il faut faire attention parce que j'ai une addition entre les deux. Donc, j'ai 4 fois 4/3 fois pi qui se retrouve des deux côtés, fois, entre parenthèses, le rayon de Na+ au cube, plus le rayon de Cl- au cube. Et je vais encore aussi simplifier parce que le divisé par 3, je vais le faire passer au dénominateur, comme on a déjà vu précédemment. Donc il me reste 4 fois 4 fois pi, le divisé par 3, il est passé au dénominateur, et là j'ai mis entre crochets, parce qu'il y a déjà des parenthèses, donc pour éviter qu'il y ait trop de parenthèses, entre crochets, le rayon de Na+ au cube, plus le rayon de Cl- au cube, divisé par 3 fois A cube. Donc là, on a toutes les valeurs, il ne reste plus qu'à remplacer. Alors attention dans le calcul, les longueurs qu'on a sont en nanomètres. Alors le nanomètre, c'est fois 10 puissance moins 9, nano 9. Donc à chaque valeur qu'il faut noter, il faut rajouter fois 10 puissance moins 9. Alors attention, toutes les longueurs sont au cube, donc entre parenthèses, puissance 3. Donc sur la calculatrice, ça nous donne 4 fois 4 fois pi fois, entre parenthèses, j'ouvre une deuxième parenthèse, 0,099, ça c'est le rayon de Na+, nanomètre, donc fois 10 puissance moins 9, je ferme la parenthèse au cube, plus le rayon de Cl-, donc 0,181 fois 10 puissance moins 9, je ferme la parenthèse au cube, et je ferme la grande parenthèse, divisé par 3 fois le côté du cube qui est A, donc 0,560 nanomètres, donc fois 10 puissance moins 9, au cube. Et si on a réussi l'exploit de ne pas se tromper dans la calculatrice, sur la calculatrice dans le calcul, on doit trouver 0,66, ce qui fait 66%. Voilà.